Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dexcom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On reste toujours dans le secteur du matériel médical ici. Donc, je vous laisse aller voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait ici. Mais ça a un lien ici avec le diabète. OK, je pense que c'est une puce qu'on met sous le bras, etc. pour pouvoir réguler à peu près l'insuline, un truc comme ça. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça si je ne me trompe pas. Donc, si on peut également aller voir ça ici rapidement. Donc, on prend ça. On vérifie, Dexcom, continue glucose monitoring, donc monitoring glucose, d'accord, donc vous avez déjà vu à peu près à quoi ça ressemble, ok, donc vous pouvez aller lire à peu près qu'est-ce que la compagnie fait ici, quelle est la taille du marché, etc., parce que c'est une compagnie de croissance, ok, compagnie de croissance, c'est bien, n'est-ce pas? Est-ce que la marge brute suit? C'est le minimum qu'on demande. Oui, magnifique. Marge brute suit. Donc ça veut dire qu'ici que la croissance ici, c'est vraiment une bonne croissance, dans le sens où on a des marges brutes qui sont au moins stables. Si on avait une marge brute qui était croissante également avec le revenu, ça allait être magnifique. Donc ici, marge brute croissante, ok. Net income, qu'est-ce qu'on observe ici? Les net income ici sont aux alentours de 302 millions, ok, elle gagne à peine de l'argent. Je pense que quand on regarde un tout petit peu les free cash flow ici de manière annuelle, en yearly, c'est une entreprise qui a commencé à gagner de l'argent à partir de 2014. D'accord? Donc, quand vous allez l'analyser, posez-vous la question, quel est l'objectif de rentabilité du management ici? 5, 10, 20, 30, 40, 60%. Parce que présentement, c'est encore une compagnie de croissance. Donc, tout ce qu'elle gagne est réinvesti. Et qu'est-ce qu'on demande au minimum à une compagnie de croissance? C'est l'autofinancement. Et quand on parle de compagnie de croissance présentement ici, vous savez que la façon de l'évaluer ici, si vous n'avez pas l'objectif de marge ici, ok, et encore, quand on vous donne l'objectif de marge, il faut avoir confiance dans le management parce qu'on ne prend pas juste les chiffres en l'air comme ça. Ok? So, vous pouvez l'évaluer d'une autre manière. Valeur d'entreprise sur le revenu ou valeur d'entreprise sur EBITDA. Parfois également, vous pouvez utiliser la valeur d'entreprise sur la marge brute. Mais n'oubliez pas, comparez toujours aux entreprises dans le même secteur d'activité, si ce n'est des entreprises qui font la même chose, ok? Disons même le même secteur, donc disons le secteur ici des healthcare equipment and supply, prenez la médiane ici sur une longue période de temps, une dizaine, une vingtaine d'années, de la valeur d'entreprise sur le revenu, ou bien à peu près ici le price to sell, ça peut vous aider, parce que price to sell, en fait, c'est valeur d'entreprise sur le revenu, en fait, sauf que price ici, c'est market capitalisation. On peut également mettre capitalisation boursière divisée ici par revenu qui égale ici sales, ok? Or, valeur d'entreprise égale à quoi? Capitalisation boursière plus ou moins la dette nette, ok? Donc, ça reste à peu près la même chose, ok? So, qu'est-ce que ça donne ici en free cash flow? On sait qu'on va devoir reconstruire ces free cash flow. Mais on voit ici qu'on a déjà des marges d'à peu près d'une dizaine de pourcents par rapport à ce qu'on a ici. Donc, je pense que par rapport au bénéfice net ici, on a une dizaine de pourcents. Et encore, les marges de bénéfice net, est-ce que ces marges-là augmentent ou diminuent? On voit ici que ces marges, voilà, on peut même pas dire qu'elles, on dit qu'elles augmentent en fait. Parce que là, on vient de très, 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 très loin. D'accord? Et là, on est rentable. On a eu des marges à peu près de 25% à une certaine période. Important. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces marges de 25% ici? Pourquoi est-ce qu'on a eu des marges de 25% ici, presque 30%? Et aujourd'hui, on se retrouve à du 20, on se retrouve à peine à du 11%. Est-ce que la pandémie n'a pas joué quelque chose? Est-ce que la pandémie n'a pas impacté négativement ce business-ci? Est-ce que l'inflation n'a pas impacté au niveau des coûts de production ce business-ci? C'est important à aller regarder. OK? Donc, en termes de dette nette, ici, on peut voir ici directement valeur d'entreprise est négative. Donc, c'est-à-dire, enfin, valeur d'entreprise est moins élevée que capitalisation boursière. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de dette. OK? Watchlist. OK? On la met déjà dans la watchlist. C'est une compagnie de croissance. On la met dans la watchlist et elle semble avoir un produit assez intéressant. Juste en regardant les chiffres, je peux déjà voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Allez regarder en profondeur ici. Maintenant, il faut que le business model me parle. Elle a du cash net. Maintenant, est-ce que c'est une entreprise qui émet de nouvelles actions ou bien qui rachète ses actions? On voit ici que c'est plutôt stable. Rappelez-vous que elle n'arrivait pas à s'autofinancer jusqu'en 2014, donc c'est normal de voir à peu près l'augmentation du nombre d'actions ici, mais là, sur les dernières années, c'est quand même questionnable. Donc, on va se dire ici qu'à peu près depuis 2020, elle a stoppé l'augmentation de nouvelles actions. Et encore, il faudrait regarder pourquoi est-ce qu'elle a augmenté les actions, etc. Et regardez, questionner également ces free cash flow-là. Parce que les free cash flow ici peuvent être positifs juste parce qu'il y a des stock-based compensation. Je vous ai déjà montré à peu près comment est-ce que vous allez aller retrouver ça. Donc, allez regarder le compte ici des flux de trésorerie. Vous allez regarder ici le cash flow stock-based compensation. Généralement, il faut l'ajuster. D'accord? Parce que c'est de l'argent, c'est de l'argent que l'entreprise, enfin, techniquement, l'entreprise n'a pas dépensé d'argent ici pour payer ses employés. Elle a payé les employés avec des actions, donc elle a dilué le capital. Donc, techniquement, on prend dans la poche gauche donc, on enlève de la poche gauche pour remettre dans la poche droite. Donc, techniquement, ici, c'est une situation ici qui revient à diluer le capital. OK? So, on continue ici. En termes de
La dette nette, il n'y en a pas. Le nombre d'actions augmente. L'EBITDA ici, on va regarder ça rapidement. Est-ce que l'EBITDA augmente, diminue, reste stable? Qu'est-ce qu'on observe ici? On a un EBITDA ici qui, voilà, on va se dire ici, je dézoome un tout petit peu parce que là, vous voyez que c'est plus du rouge. Ici, sur les dernières années, il est plutôt stable, 18%. Et là, vous voyez déjà une chose. On avait des net income de près de 28% dans cette zone-ci. Or, on a des EBITDA aux alentours de 20%. De 20%. Or, net income ne peut pas être plus élevé, net income ne peut pas être plus élevé que EBITDA. C'est pas normal. Donc, ça dit qu'il y a peut-être une erreur quelque part au niveau du calcul ici. D'accord? Il faut aller regarder ça. C'est important. Maintenant, pas chez moi, hein, au niveau de Coifin. D'accord? Donc, en prenant en considération tous ces éléments-là, on recolle les morceaux. Ici, on peut déjà à peu près voir ici qu'est-ce qu'on devrait aller regarder là, les rapports financiers. Alors, pour cette compagnie, il ne suffit juste pas de regarder que oui, le forward PE, c'est 109 fois les bénéfices, etc. Oui, 109 fois les bénéfices, ça peut être surévalué, mais attention, tout dépend maintenant de l'augmentation des marges. Si on vous dit maintenant que cette entreprise-ci a 4 fois plus de marge que prévu. Enfin, l'année prochaine, ici, on a des marges de 10%, n'est-ce pas? Si on s'attend à des marges de 40% maintenant, techniquement, le 100 fois les bénéfices ici devient à peu près 25 fois les bénéfices, comme par magie. Donc, il faut sûrement prendre en considération l'augmentation des marges, pas juste regarder ça comme ça. Ok, maintenant, je regarde ici les analyses. Si on compare ici les net income et les free cash flow, disons que c'est la même chose. Les analyses s'attendent à des marges à peu près de combien? De 18%, disons aux alentours ici de 2027. Soyons optimistes, extrapolons un tout petit peu. Donc, on est déjà dans le domaine de la guesstimation. Ok, donc je vais déjà prendre notre hypothèse la plus improbable en date d'aujourd'hui, à savoir 6 milliards, disons 6 milliards 700 pour faire simple, 18% de marge bénéficiaire sur ces 6 milliards 700 là. Techniquement, il faudrait faire une actualisation ici, mais on va le laisser comme ça. Ça veut dire que aujourd'hui, d'accord, on me demande de payer, d'accord, 49 milliards 500 pour une entreprise qui pourrait me reverser d'ici 2027, donc très très loin, aux alentours de 1 milliard 200, d'accord, par an. Donc, on me demande de payer ici par anticipation aux alentours de 49 milliards 570, soit un rendement potentiel, si toutes les planètes s'alignent, de 2,4%. Conclusion, voilà, vous avez compris. Conclusion ici, ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser au prix actuel. Oui, la croissance est là. Oui, l'augmentation des marges peut également jouer quelque chose, d'accord? Mais on augmente aussi le nombre d'actions ici. Et voilà, je pourrais dire que c'est une belle entreprise. Si vous connaissez la taille du marché, admettons que la taille du marché est peut-être ici de 50 milliards. Elle n'aura que 6 milliards en 2027. Si elle est en plus leader ici, on peut se dire qu'en maturité ici, elle pourrait peut-être avoir 15 fois, disons, 25% du marché. Et ça, c'est s'il n'y a pas de compétition, si la compétition n'est pas rude. Attention, il faut également regarder s'il y a des brevets, etc., ce genre de choses-là. Pour moi, ici, aujourd'hui, je ne pense pas que Dexcom représente une opportunité d'investissement. Je pense qu'on est encore à un niveau assez élevé. Combien est-ce que je pourrais payer pour cette compagnie-ci? Je ne paierai pas plus que 10 fois les bénéfices attendus en 2027, d'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport au prix actuel, je dis bien par rapport au prix actuel, d'accord? Donc, on est à peu près à 49 milliards, 5, 7, ça donne ici combien? Non, je vais prendre ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Par rapport au prix actuel, c'est 2,71$ par action, et vu que moi, je vais acheter à 10 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus de 27$ à l'action. Ah oui, j'ai bien dit 27$ à l'action, d'accord? Il y a beaucoup de guesstimations ici, ok? On ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Le marché aime généralement les entreprises de croissance, etc. Jusqu'au moment où la croissance commence à ralentir. On l'a vu avec qui? Et on l'a vu avec comment on appelle ça? On l'a vu avec Apple. Oui, c'est arrivé à Apple. On l'a vu avec Meta. On l'a vu avec Google. On l'a vu avec Amazon. On l'a vu avec Adobe. On l'a vu avec Salesforce. On l'a vu avec Oracle. Et la liste est longue. Je pourrais continuer à citer les entreprises. Dès le moment où la croissance ralentit un tout petit peu, si on vous attendait à du 18% et que vous avez eu 15%, ça ne marche pas. Et vous voyez ici que le volume de croissance ralentit de plus en plus. OK? La pandémie également peut être passée par là. N'oubliez pas ça. OK? So, moi, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Disons même qu'on s'attend à du 20% de croissance sur les années à venir. C'est pas, le prix actuel est tout simplement exagéré. D'accord? On va rester sur les lignes de côté. Et encore, si je suis même très gentil, c'est 50$ à l'action. À 10 fois les bénéfices. Disons même que pour le moment, ce n'est pas une entreprise qui devrait vous intéresser. Maintenant, ça pourrait être intéressant pour les traders, ceux qui font du momentum, etc. Mais nous, les investisseurs à long terme, on veut essayer de maximiser le plus possible ici notre coût d'acquisition. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le rendement sur coût d'acquisition, on veut le maximiser. Et quand je parle de rendement, ce n'est pas un rendement par rapport à la croissance du prix de l'action, c'est le rendement par rapport au bénéfice net sur le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. D'accord? So, likez, abonnez-vous, commentez.
Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, on a le service Top Premium. Donc, Dexcom ici mérite d'avoir une place néanmoins, parce que j'ai déjà à peu près lu sur cette compagnie, ça mérite d'avoir une place dans la watch list, ok? Donc, la prochaine entreprise ici sur la liste, donc vous pouvez voir qu'on a énormément d'entreprises encore à aller regarder. Alcon, belle entreprise. IDEX, je pense qu'on a déjà eu à l'étudier ici, mais c'est une belle entreprise qu'on devrait également aller regarder. Coloplast, Stroman, donc, la liste est encore longue. Maintenant, je vais parler des entreprises, dépendamment des secteurs d'activité qui, moi, pourraient m'intéresser. OK? Donc, on va revenir à l'essence même, on revient à l'essence même de la chaîne. D'accord? Enfin, pas tous les jours, hein. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.